Donc, en parlant d'éducation, ça m'a fait penser à une anecdote, un truc que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, avec un monsieur qui m'a vu tout jeune, en fait. Il m'a vu tout jeune et il m'a appelé un jour, il m'a dit, écoute, j'ai besoin que tu me fasses une affiche pour un film qui aura lieu au Tsunami. Il y aura un film au Tsunami et tout, fais-moi une affiche pour ça. Je lui dis, j'envoie la facture à qui? Au Tsunami ou bien à toi? Et Jean, il me dit, facture, il rigole. Je lui dis, mais oui, je ne fais pas de travail gratuit. Il rigole encore une fois. Okay. Il me dit, mais je sais même pas ce que tu fais, j'ai jamais vu ton travail. Et tout, mais et je tout. fais ce que tu veux là, que tu veux que je fasse là. Je ne perds pas patience. Donc je lui envoie plein d'affiches que j'ai déjà faites. Il me dit, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. Comme ça. Je lui dis, d'accord. Je fais la facture finalement à qui? Il rigole. Et genre, en vrai, ça m'avait un peu blessé. D'accord. Parce que je me dis, ok, tu m'as vu tout jeune, j'étais tout petit et tout et tout. Aujourd'hui, ça, c'est mon travail, en fait. À quel moment tu te dis que tu vas pas me payer pour mon travail, ou bien tu ne respectes pas ce que je fais, ou bien tu te dis que parce qu'on se connaît, tu pourrais faire tout et n'importe quoi. C'est comme si j'avais une entreprise, des bureaux, tu viens en short dans mon entreprise, tu te balades, tu dis, je veux voir mon neveu, entre guillemets. Je me demande comment est-ce on peut éduquer ce genre de personnes-là qui se sentent familières, en fait. Il faut les fuir. Toi, tu connais pas le dicton qui dit affaire familiale, c'est zéro là. Moi, je te dis, non. En fait, j'ai rencontré affaire familiale, c'est zéro. Mais quand je mets vraiment dans l'onglet, c'est vraiment un onglet dans mon ordinateur mental des familles, même les amis. Même les amis, même les proches. C'est-à-dire, c'est aucun lien vraiment, mais proche. C'est-à-dire que un ami va penser que parce que tu es son ami, que voilà, il peut profiter, oui, tu peux aider une fois en passant. Et là, c'est si tu veux. Et même là, en aidant, c'est un conseil en passant, mais c'est pas une assistance sociale. C'est vraiment là où on en est, en fait. Et même là, il y a des anciens clients qui sont transformés en amis, mais quand ils pensent qu'ils sont rentrés dans ce palier-là, même voilà qu'il y a ceux doivent maintenant tout donner. Non, parce qu'il y a des gens qui paient pour ça. Exactement. Il y a des gens qui paient pour ça. Et par respect même pour ces personnes, je ne vais pas tout te donner. Je ne vais pas tout te dire. Au fini, c'est un jour en passant. Lorena, comment tu sais débloquer mon Ads Manager, c'est bloqué. Je vais te dire, c'est ça. Mais la personne veut que je prenne mon téléphone, que je lui fasse un tutoriel. Je dis, maman, c'est faux. Parce que d'autres paient pour ça. D'autres paient pour que je monte tout pour eux. Mais toi, tu veux tout. Oui, on peut comprendre. Mais c'est moi qui décide. D'accord. Parlons un peu de marketing d'influence. Bien. Qu'est-ce que toi tu as à nous dire là-dessus? Parce que je sais que tu as travaillé avec pas mal d'influenceurs. Dans le cadre de mon travail, je suis amenée à bosser avec beaucoup d'influenceurs. Au niveau local, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. J'en discutais avec la petite dame et elle a dit quelque chose qui m'a... Je me suis dit, je lui ai dit ça, t'as pas tort. Elle m'a dit, il va falloir vivre ça. Il va falloir qu'on vive ça, ce manque de professionnalisme. Parce qu'il y en a plein. Ce manque de sérieux. En fait, ils ne savent pas. Quelqu'un influenceur parce qu'il a les likes, il a les vues. Et voilà, les marques, lui font appel, c'est normal. Nous, on a besoin de visibilité. On va chez qui est visible. Mais le souci, c'est que ceux qui sont visibles, la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui fait que tu te retrouves avec un influenceur qui vient, tu lui demandes, tu lui as présenté ton produit, tu lui as présenté ta marque. Quand il arrive même au rendez-vous, il n'a pas fait de recherche sur la marque. Donc, au finish, il est dans les vapes. Tu lui dis, voilà, c'est quoi la direction artistique que tu vas faire, que tu as prévu pour ta vidéo, par exemple. Il te regarde, je vais faire la vidéo, je vais seulement filmer, je vais filmer, c'est tout. Il est venu que pour ça. En fait, ces gens, il n'y a rien. Je te dis, j'ai compté le nombre de personnes, le nombre d'influenceurs à qui je fais appel, qui savaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y en a quand même. Il y en a. Ils ont beaucoup de choses à apprendre, tu vois un peu.
mais il y a déjà la matière. Tu sens la passion, mais tu sens qu'ils ont compris parce que le marketing d'influence fait maintenant la grande... En fait, ça rentre dans le marketing. C'est le marketing. C'est une partie du marketing. Ces influenceurs-là sont devenus des facilitateurs du marché. Mais si même celui qui est censé te faciliter l'accès, il ne sait pas ce qu'il fait. En fait, il a ta cible entre tes mains, entre ses mains. Son audience est ta cible. Il ne sait même pas ce que cette cible-là aime entendre. En fait, il n'a pas étudié vraiment cette cible. Mais toi, parce que c'est toi la marque, c'est toi l'entreprise, tu regardes un peu ce qui se fait à gauche, à droite sur les réseaux. Tu sens que, celui-là, il y a beaucoup d'interactions. Là, ce sont les jeunes. Toi, tu arrives déjà à segmenter. Mais lui, il ne sait pas. Lui, il sait qu'il a beaucoup de likes. C'est tout. Donc, quand il vient te donner le montant, c'est en fonction des likes. Mais des fois, quand on demande sortez-nous les datas, parce qu'au finish, il doit te sortir leurs insights. Parce qu'au finish, on doit être sûr que déjà, ton audience est composée au maximum de Gabonais. Mais il y a des gens, ils ont même une audience au Sénégal, en Afrique du Sud. Donc, au finish, c'est pas intéressant pour une marque de parler. Nous, on est au Gabon, on va au Gabonais. Mais si tu ne demandais pas ça, si tu te contentais que du nombre de likes, tu allais dire, voilà, je te donne tes 400 000, tes 500 000. Parce qu'il demandait. Il demande. Pour ça, il sort le cachet. Mais quand tu lui dis, sors-moi un peu tes chiffres. Tu regardes même les interactions. Tu imposes, il y a seulement les likes, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'au finish, il y a un certain niveau d'influence, par exemple en France. Tu vois, il y a vraiment un gros lien qui se crée entre l'audience et l'influenceur. On va prendre Léna Situation. C'est tout un monde qu'elle a créé. En fait, son audience, c'est devenu comme ses amis. Au finish, elle peut dire, ça, j'aime ça. Ils vont aller. Parce qu'elle a dit, j'aime ça. Et tu vois un post qu'elle fait, il n'y a pas que des likes, mais les gens commentent. En fait, elle interagit avec son audience. Et il y a un retour. Elle sait ce qu'ils aiment. Donc, si une marque vient vers elle, elle va proposer un contenu qui est adapté à son audience, mais en respectant l'image de la marque et tout le blablabla. Mais elle va tout faire pour que ça, en fait, elle va habiller la chose de telle sorte à ce que son audience prenne. Mais ici, ils vont faire, ils ont vu l'autre affaire. Il va bien te faire la même vidéo. C'est seulement, il va parler dessus pour dire que c'était ça la valeur ajoutée. Et même là encore avec quelle voix. Non. Je sens qu'il y a du vécu. Oui, il y a vraiment du vécu et du genre... il se coltine des managers qui savent pas. Quelqu'un qui va te dire, moi je fais un montage sur une grande application. C'est quoi l'application CapCut? Il te dit bien CapCut. I was like, je te dis, j'ai vécu, mais tu es obligé de garder ton professionnalisme. Et regarde le truc à la fin de la vidéo là. Oui, mais j'ai su. Parce qu'il m'a dit non, le monteur a travaillé sur une grande application, sur un grand logiciel. Tu sais, le travail parce que j'ai demandé des modifications sur une vidéo, parce qu'au finish, ils ont fait des montages, la vidéo n'était pas cohérente. Et quiconque aurait regardé la vidéo aurait su qu'il n'y a pas de cohérence. D'accord. Donc moi, je ne suis pas obligé, moi le client, je ne suis pas obligé de dire. Je lui aurais dit, this is bullshit. Fais quelque chose d'autre. Non, j'ai dit, arrange ça. D'accord? Il dit non, c'était pas prévu dans le contrat. Ce que tu me demandes, c'est un travail de professionnel. Donc je lui ai dit, donc tu consens avec moi que là tu viens me fournir quelque chose qui n'est pas pro. Il me dit, ce que tu me demandes même là, si je devais demander plus d'argent, j'ai dit, qui s'est vendu? C'est pas toi. Je t'ai acheté au prix. Donc, au finish, il me dit, on travaille sur un logiciel, c'est très pro, c'est pas comme ça les modifications. Je lui ai dit, tu travailles sur CapCut? Ok. Mais dis à ton monteur de CapCut, logiciel de pro. J'ai dit, ok. Tu vois un peu, ce sont les apprentis sorciers qu'on a dans le domaine même du marketing, c'est-à-dire de la communication au Gabon. Ce sont des apprentis sorciers qui tripouillent un peu sur leur écran, qui ont un peu regardé. C'est pas mauvais, tu apprends sur YouTube, mais à un moment, il faut connaître quand même ton livre. Il faut pas prendre les gens pour des enfants. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de se former aussi. Il faut se former, mais au finish, ne regarde pas parce que tu as su, je sais pas, détourer une image sur Photoshop, tu vas dire que tu es un pro. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, juste en cliquant sur l'iPhone, on détourne une image. Exactement. Donc, au finish, respectons-nous. Marketing d'influence, oui,
c'est un sacrifice qu'il faut faire. Elle me le disait, c'est un sacrifice qu'il faut faire pour qu'on arrive à un certain niveau. Au Nigeria, il y a eu ça. Aujourd'hui, il y a des influenceuses. Elles vivent de ça. Il faut qu'on arrive là à aller sur ce type de métier. Pourquoi pas ce type de personnes, ce type de success story. Il faut qu'on arrive là. Et donc, il faut que les gens décident de ce sacrifice-là, de supporter, d'aider les gens à créer les devis. Oui, parce que je suis arrivée là à montrer à un manager d'influenceur à écrire un devis. Ok. Belle expérience. Du coup, on a parlé d'interaction tout à l'heure. Yeah. De ce que je sais, l'algorithme Facebook aujourd'hui ne porte plus énormément d'importance au like, mais considère que l'interaction se trouve dans les commentaires, c'est-à-dire les personnes qui parlent, qui discutent. Parfois, lorsqu'il y a des avis contraires, c'est ce qu'il promouvoit en fait sur la file d'actualité. J'ai discuté avec une jeune community manager il y a quelques semaines. J'étais dans son bureau, elle me disait, je lui proposais des services en fait, comme un influenceur. Ok. Et elle me disait, ils ont déjà essayé d'avoir un ambassadeur dans leur entreprise. Elle m'a montré la page de l'ambassadrice en question. Et je lui dis, mais ouais, il y a peut-être des likes, mais il n'y a personne qui réagit en fait. Il n'y a personne qui commente réellement. Est-ce que vous pensez réellement qu'elle peut vous ramener des gens? Est-ce que lorsqu'elle va communiquer, les gens vont poser des questions par rapport à votre entreprise? Moi, je ne pense pas parce que je ne vois aucun commentaire sur ces publications. Et je lui ai proposé une stratégie différente, c'est au lieu de... Et la personne leur avait demandé, je pense, entre 1 et 3 millions. Et je lui ai dit, mais au lieu de vous focaliser sur un ambassadeur, pourquoi ne pas faire une vidéo avec 4-5 influenceurs qui ont chacun une niche, et ça fait que vous tapez dans la niche de plusieurs influenceurs en même temps, en fait. Maintenant, toi, est-ce que tu considères quelqu'un qui n'a pas d'interaction, c'est quelqu'un qui n'a pas de commentaires du tout, qui en a 5, 10 par post, avec, je sais pas, 500 likes, mais 10 commentaires, comme quelqu'un qui est vraiment un influenceur? Bon, ça dépend, hein, c'est vraiment relatif. Comme je t'ai dit, on mettra l'accent vraiment sur les interactions sur les posts. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est de savoir que cette personne interagit véritablement. Parce que les likes, ce sont des vanity metrics, comme on dit dans le jargon. Les likes, c'est vraiment aléatoire. Quelqu'un peut liker parce que il a aimé la position que tu as prise et tout. Mais quand la personne commence à interagir en disant « Oh, c'est beau, c'est où ?» Là, c'est plus intéressant pour nous. Mais comme je te dis, tu vas trouver beaucoup d'influenceurs qui ont plus de likes sur des posts que des interactions. Ils sont nombreux comme ça et ils ont une visibilité parce que au moins tu es sûr que le post va être vu. D'accord? Pour le moment, on se cotine un peu ce genre de personnes. Pour le moment, on se cotine. Il faut ça. Je vais même pas utiliser cotiner, c'est-à-dire que on doit travailler à ce genre de personnes. Peut-être nous qui sommes du métier, plus du métier dans la vente et tout, on doit prendre le temps des fois donner quelques astuces aux personnes, leur dire simplement en disant que c'est pas trop normal que sur tes posts qu'il n'y ait que des likes, que tu n'interagis pas beaucoup avec ton audience. Est-ce qu'il faut même d'abord des appels à l'action? Voilà. Est-ce que ton contenu a une forte valeur ajoutée? Parce qu'au finish, poster une photo où tu portes c'est ce qui passe aujourd'hui. Tu postes une photo où tu as un certain vêtement. Bon, peut-être dans la caption, tu peux apporter de la valeur aux gens. Maintenant, ça dépend chacun de son audience, de son univers. Tu vois un peu? Par exemple, une comme Ashley Okili, les gens vont aller parce qu'ils aiment bien, comme elle apporte de la valeur à travers sa danse des reins et tout. Donc, tu vois, les gens, ils interagissent, ils écrivent. Peu importe ce qu'ils écrivent, mais ils écrivent. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Donc, l'univers que tu vas apporter, il faut que tu arrives à créer du lien avec ton univers et que les gens parlent avec toi. Donc, il faut aussi toi-même interagir, en fait. Oui. Parce que je me souviens, à l'époque, quand je regardais il y avait un truc dans le monde du rap. On est la star et eux sont des fans en fait. Du coup, on se mélange pas. Oui, et c'est l'erreur que certains influenceurs pourraient faire au début. Tu sais, l'arrivée de TikTok fait que beaucoup de gens pensent que je quitte l'influenceur, je deviens une star. Ce qui fait qu'ils se détachent très vite de leur audience
Donc, ils mettent une certaine distance, ce qui fait que pour nous, les marques, ça peut ne pas être intéressant. Ce qu'on va rechercher, c'est quelqu'un qui est proche de son audience. Voilà pourquoi les micro-influenceurs, même en Occident, commencent à être plus marketables. Parce que quand quelqu'un quitte du domaine d'influenceur, il devient des jeunes stars, il devient un peu trop détaché de son audience. Mais quelqu'un qui est micro-influenceur, il prend le temps. Et vraiment, tu sens qu'il y a les échanges. Tu sens que même s'il a 3000, 5000 abonnés, j'en ai vu une ici, c'est beau. La demoiselle, elle travaille, elle est créative. Le contenu qu'elle propose à son audience, ils aiment ça. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de visibilité, mais pourtant, elle devrait être plus loin. Mais c'est-à-dire que ça prend du temps, mais elle aime ce qu'elle fait et ça se voit. Donc, avec ça encore, tu peux encore te positionner. Tu peux dire que bon, je vais peut-être bosser avec elle sur une petite campagne pour voir un peu et tout. Et ça va toujours. Pour juste l'aider un peu aussi. Hein. Parce qu'il faut ça. Est-ce que tu peux donner des petits conseils pour créer, en fait, pour établir des collaborations efficaces? Pour un influenceur, tu sais, au Gabon, non. Franchement, pour les marques, fais des vues, soit tendance. C'est maintenant le buzz. C'est du buzz. J'appelle ça du buzz marketing. Donc, tu fais le buzz, si tu as assez vues, tu vas attirer l'attention des gens, en fait. C'est tout le principe, en fait, du buzz, attirer l'attention des gens. Mais ce qui me dérange, moi, c'est le buzz de tout et du n'importe quoi. Tu vois un peu? Je conseillerais aux gens de rester fidèles à eux-mêmes. Tu vois un peu? Je préfère c'est préférable quelqu'un qui construit quelque chose de durable que quelque chose d'éphémère. Donc au finish, tu te retrouves avec une audience des personnes qui te suivent pas parce qu'ils partagent le même intérêt que toi, mais plutôt parce que simplement tu as un beau corps et tout. Il y a rien. Beaucoup iraient vers ça. Mais moi je dis que ce qui dure, c'est quand il y a quelque chose de clair. On connaît ton univers. On sait de quoi tu parles et on discute avec toi parce qu'on partage le même intérêt. C'est le principe des réseaux sociaux. C'est juste ça. Donc, pour moi, trouvons l'univers, partageons sur le même intérêt, c'est tout. Par exemple, sur ma page, il y avait, parce que j'ai laissé pendant un moment, il y a beaucoup d'interactions. Avec les dames, on partageait le même univers des cheveux crépus. Et tous les jours, on discutait. Tu vois, quelqu'un qui va te dire, moi, c'est comme ça. Tu vois, je fais toujours, on discute. C'est ça. J'ai peut-être pas beaucoup de likes sur ma page, mais quand tu descends dans les commentaires, c'est un vrac. Ce qui montre en fait que, au fini, je vais parler de ta marque. Les gens vont parler en bas. Parce que j'aurais dit, bon, moi je pense ça, et toi tu penses quoi? Ils vont venir en bas. Mais au fini, j'aurais laissé l'information dans leur cerveau que il y a telle marque qui est là. Il faudra peut-être jeter un œil. C'est ce qu'on veut. Quand une marque veut se positionner quelque part, ce qu'elle veut, elle veut que l'information passe. D'accord? Elle va te donner même ce qu'elle veut faire passer comme info. Toi, tu vas mettre ça devant. En fait, tu vas mettre le plat devant sa cible. Et il faudrait qu'elle mange sa cible, en fait. Mais toi, tu vas habiller ça en fonction, en fait, de ce qu'ils ont l'habitude de voir chez toi. Tu vas habiller et tu vas leur proposer. Et mon info passe. Au moins, on sait que Lorena, la marque Lorena est là. On sait déjà ça, tu vois un peu. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, en vrai, c'est ça le plus important, en fait. C'est que la personne ait la capacité de pouvoir présenter la marque à son audience. Oui. Peu importe peu importe les valeurs. Parce que je sais qu'il y a des influenceurs qui font énormément de bad buzz. Yeah. Est-ce que ça compte ou pas dans le choix de la personne avec qui on va collaborer? Bon, oui, ça dépend des valeurs de l'entreprise. Franchement, ça dépend des valeurs de l'entreprise. Et il faut savoir qu'on parle d'image de marque. Exact. Donc, une marque va décider de travailler. Une marque, en fonction de ses propres valeurs, en fonction de vraiment ses valeurs, ses principes, je pourrais dire entre guillemets comme ça, elle va décider de travailler avec une personne plutôt qu'une autre. D'accord? Donc, les bad buzz servent à certains, mais ça dessert à d'autres. Donc, si tu bosses avec une marque internationale et que ton image n'est pas assez clean, on ne pourra pas peut-être bosser avec toi à cause de ça. Tu vois un peu? Donc, il faut avoir une image assez polissée. Aujourd'hui, à l'ère des social media, il faut avoir une image polissée. Il faut savoir te fondre dans le moule.
Donc, ceux qui font vraiment dans l'extrême, là, ils savent quel est leur positionnement. Ils savent les marques qu'ils sont capables d'attirer. Ceux qui sont assez polissés, qui ont une image assez clean, ils savent aussi qui ils veulent attirer. Parce qu'au finish, même les réseaux sociaux, en fait, on se vend sur les réseaux sociaux, on se vend. Tu sais qui tu peux attirer, franchement. Okay. Donc, une marque décide en fonction de ses valeurs, de ce qu'elle défend comme valeur. Une marque décidera de travailler avec Usher, une autre décidera de travailler avec Kanye West au lieu de Usher. Chacun choisit en fonction de ses valeurs. D'accord. Et du coup, quelles sont les meilleures pratiques pour gérer les attentes des clients et fournir un service de qualité en tant que freelance? Les meilleures pratiques? Déjà, bon, je vais prendre Bon, si je te prends dans le cadre où tu sais que ton client est mécontent, je pense que c'est là où on apprend mieux. Tu sais que ton client est mécontent, là, en fait, il t'a bien dit, là, je sens pas que, voilà, il n'y a pas de résultat et tout. Moi, j'ai compris une chose, quand un client est mécontent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas marché, pas chez toi, mais peut-être dans ce que tu implémentes et tout. Ou tu as baissé en termes de réactivité dans ses besoins et tout. Et les chiffres les montrent. Et les chiffres aussi le montrent. Donc, au finish, toujours, il faut carburer, il faut chercher, mais surtout beaucoup benchmarker. Parce qu'en réalité, rien ne se crée, hein. Tout se transforme. On ne va pas créer la nouvelle recette magique. La nouvelle recette magique dans le marketing. Tu regardes ce qui se fait ailleurs et tu vois comment agencer ça, faire ça à ta sauce, à la gabonaise. Donc, en réalité, pour être performant avec un client, il faut vraiment être à l'écoute. Tout est dans l'écoute. Que ce soit quelque chose qui t'exprime verbalement, même non verbal, parce que moi, je vais même analyser les gestes. C'est-à-dire, un client va te dire, oui, ça va. Mais tu sens dans la manière dont il est avec toi, c'est pas ça. Donc, pour moi, je vais analyser tout ça et proposer, et être forte de proposition. Donc, il faut être à l'écoute, mais être forte de proposition. Mais sachant que c'est en fonction de l'argent que tu me paies, il faut cloisonner tout ça. C'est très important, je le précise toujours. C'est que tu me paies, même le sentiment que j'ai en moi là, de me sentir mal à l'aise là, c'est en fonction de l'argent. Je préfère le dire, c'est clair. Parce qu'au finish, le client, tu vas bien lui donner un beau travail, un truc bien complet et tout. Ça sert à rien de donner toute cette valeur à quelqu'un qui ne paie même pas la moitié. Tu vois un peu. On dira que où est la passion alors? Essayez la passion sans l'argent. Vous verrez ce que ça donne. On a tous fait ça. Oh, la passion, la passion. Ça ne paie pas les factures. Essaie un peu de rester dans la maison sans manger en vivant de ta passion. Bon, je ne sais pas comment faire. Vous me direz en commentaire, je verrai. D'accord. Okay. Tu as parlé du client qui est fâché. Oui. Ça m'a fait penser à l'intelligence émotionnelle. On dit que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité pour un individu à percevoir et comprendre, maîtriser et exprimer les émotions qui lui sont propres et à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Okay. De façon terre à terre, ce qu'on m'a expliqué lorsqu'on m'a parlé d'intelligence émotionnelle, on m'a dit, dans le monde du travail, il faut déjà que tu puisses dissocier ce que tu peux ressentir en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, de ton entreprise. Parce qu'en tant que freelance, tu es une entreprise, n'est-ce pas? Ton entreprise n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment. Tu me dis qu'un client est fâché, par exemple, te parle mal, comme toi, tu n'accepterais pas en tant qu'être humain qu'on te parle. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu mets en exergue toutes ces compétences en intelligence émotionnelle ou est-ce que on t'a mal parlé? Moi, je ne veux même plus entendre parler de lui, je ne veux plus travailler avec lui, il est trop... Bon, est-ce que je vais réagir si un client il hausse le temps? Bon, même la réaction, c'est autre chose, tu vois. Il y a des gens qui sont renfermés, il y a des gens qui vont simplement prendre sur eux, mais quand ils partent chez eux, ils disent lui plus jamais. Ou bien, il y a d'autres qui sont très beaux, c'est tout, qui vont dire moi je vais rendre
ou bien je vais commencer à faire un mauvais travail. En tout cas, juste le fait qu'ils aient été blessés, ils vont poser un acte, en fait, qui montre à la personne en face qu'ils ont été blessés. Alors qu'en réalité, c'est du travail. Oui. En réalité, c'est une relation, je peux dire, financière. Tu Oui. vois, c'est quelqu'un qui te paye pour un travail que tu lui donnes. Oui. Si il t'a blessé, comment est-ce que toi tu réagis par rapport à ça? Quand tu es en freelance, comme tu as dit, c'est une entreprise et l'entreprise décide avec qui elle fait du business. Tu vois un peu, il faut jamais être dans la contrainte. C'est ce que j'ai compris. Je ne dois pas être dans la contrainte sur une mission quelconque. Si je suis pas à l'aise, je vais partir. Mais rarement, je suis pas à l'aise. Pourquoi? Et quand il s'agit d'argent, je vais trouver le moyen d'être à l'aise. Donc, comme je t'ai dit, quand tu as un client mécontent qui te dit au téléphone, t'as rien foutu et tout, vraiment cru. Mais papa, je vais trouver les mots. Surtout dans ça, que c'est mon gars qui est là. Je travaille en termes de... J'ai mes objectifs financiers à atteindre, tu vois un peu. À un moment donné, je sais qui je peux perdre. Exact. Et qui je n'ai pas l'intention de perdre. Papa, tu vas me supporter en fait. En fait, c'est-à-dire, je vais trouver les solutions, je vais arranger le truc. En fait, il faut... Quand tu réagis face à une situation, par exemple, un client qui crie et tout, quand tu réagis, il faut savoir sur quoi tu te bases, il faut te donner les moyens de ta politique. D'accord? Tu as fait une bonne analyse au départ, tu sais quel est ton chiffre d'affaires mensuel, le pic à partir duquel tu peux te permettre d'élever le temps, et au pic à partir duquel tu ne peux même pas essayer. En fait, quand tu peux même essayer, il faut que tu attrapes le cœur. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois un peu, je sais avec qui je peux lever le ton et je sais avec qui je vais essayer d'arrondir les angles. Parce que les clients, ils peuvent crier, mais ils n'ont pas forcément raison. Exactement. Et nous, c'est pas parce que voilà, on a fait le travail qu'on a totalement raison. Tu vois, on est dans le domaine du marketing, je peux dire un domaine qui est difficilement quantifiable en termes d'impact. Si on veut dire, tu vas dire à un client, moi, franchement, j'avais écouté des gens qui disent, oh, vous aurez 50 000 abonnés au bout de 2 mois. Je dis n'importe quoi. Ça, il faut jamais faire. Parce que quoi, au finish, le gars, il attend 2 mois. Il veut le résultat. Ben, tu payes les abonnés. Et s'il n'y a pas... Mais non, tu vas pas payer les abonnés. Comme ça, il est satisfait vu que c'est ce qu'il veut. Mais quelqu'un d'autre, quand tu vas quitter là, quelqu'un d'autre qui va venir va dire que ça a été payé, il n'y a pas d'interaction, on ne peut pas être à 50 000 abonnés, rien ne se passe sur la page. Ça veut dire que le travail n'a pas été bien fait. Tu vois un peu. Donc, on choisit ses combats. Tu vois un peu. Et comme si un client est mécontent, c'est qu'il y a forcément une raison. Il faut vraiment... Moi, je prends beaucoup de la hauteur. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne dis pas que je supporte tout. Mais je prends beaucoup de la hauteur dans chaque situation. Quand un client est mécontent, je suis là, j'analyse, je me dis, ok, dans ce domaine-là, je dois essayer d'arranger, Tu vois un peu. Pour moi, je ne veux pas perdre. Je décide de qui je peux perdre et qui je ne peux pas perdre. Et si lui rentre dans la catégorie de je ne veux pas perdre, je vais m'arranger à ce qu'il soit satisfait. Mais dans la mesure du possible aussi, ce n'est pas la mode Titanic en mode jusqu'au bout, on est ensemble. Non. C'est un client qui veut partir, tu le laisses partir. Mais si, en fait, il y a moyen de regagner sa confiance, tu travailles, tu doubles d'efforts, tu lui apportes des résultats qu'il veut. En réalité, ce n'est pas sorcier. Quand quelqu'un te dit, moi, j'ai pas aimé telle chose, je vois que tu ne carbures pas sur les réseaux, maximise sur les réseaux. C'est tout. La vie, quand tu vas maximiser, il va être content. S'il te dit, au finish, personne ne répond à mes commentaires, réponds aux commentaires. Mais si tu as dit, c'est de la merde, personne ne répond aux commentaires, ok. Bon, je pense qu'au finish, on va essayer d'analyser mieux, peut-être augmenter notre réactivité et tout. Je mettrai peut-être quelqu'un dessus, mais c'est même pas un dessus. C'est moi-même qui suis dessus. Mais je vais pouvoir déléguer. C'est vrai, vraiment, je suis d'accord avec ce que vous dites. Au finish, on va déléguer. Et j'essaie de contourner de telle sorte à ce que, voilà, ils sentent que je maîtrise la chose. Mais je vais arranger. On ne me le redira pas 2 fois. Je m'arrange à ce qu'on me dise pas la même chose 2 fois. Si on me l'a dit 1 fois, c'est pour que j'arrange, c'est tout. En fait, c'est comme ça, tu te détaches de l'émotionnel. Si on te dit que le verre est mal placé, tu le places bien. Tu prends ton gain, c'est tout. Tu perds rien en fait à le faire. Merci. Donc, comme on dit chez nous au Gabon,
pour être community manager, il ne faut pas avoir le petit cœur. Dans tous les cas possibles. C'est même tu es déjà un peu en freelance, il a son compte et tout. C'est encore pire si tu tiens ta propre comptabilité et tout. Si tu as des charges à payer, il faut. En fait, arrête l'émotionnel en réalité. On a des émotions. Il y a certains clients, il faut se le dire, si on te manque de respect, il faut savoir dire à la personne que on est collaborateur. Je vous rappelle que je ne suis pas votre employé. On est partenaires. Donc, j'estime que je mérite du respect. Et si le respect n'est pas sur la table, je reviendrai quand il y aura ça. C'est tout. Et là, il comprend au moins que, on peut pas... Parce que certaines personnes nous testent. Et quand on est une femme, c'est pire. On te teste, on se dit que, on peut aller, on peut m'amener. Non, quand tu as ça sur la table, je reviens. Parce qu'au fini, ce n'est que ton argent. Au fini, je peux démarcher un autre client. Le temps que ça prendra le temps. Mais je peux démarcher quelqu'un d'autre. Et... remplacer l'argent que tu me mettais là. Peut-être je peux même avoir 2 fois plus. Donc, imposer le respect, mais quand tu as tort, pose le cœur et arrange les choses, gagne ton argent, tu passes à autre chose. La nuit, en fait, il dort pas avec toi. D'accord. Donc, quand je parlais de petit cœur, il y a une autre situation qui peut arriver. Et ça, c'est une question qu'on m'a posée en entretien un jour. Si des gens commencent à vous insulter au travers de la page, c'est-à-dire des abonnés de la page que vous gérez, les abonnés de la page que tu gères commencent à t'insulter, ils insultent l'entreprise en fait. Ils insultent, ils deviennent malveillants. À un point, parfois ils posent même des questions, mais ils se liguent entre eux. C'est vraiment une chose que j'ai vécue. Il y a 3-4 personnes qui commencent à se liguer entre eux, faire un groupe, pour poser des questions qui n'ont ni tête ni queue, ou bien commencer à parler de la communication que toi tu fais alors qu'ils n'ont jamais fait de communication de leur vie. Comment est-ce que toi tu réagis par rapport à ça? Genre, tu es dans une période où là, tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué, tu es dans ton lit, tu as faim, tu veux manger. Et là, tu reçois une notification, commentaire sur la page telle. Tu vas regarder quelqu'un qui raconte n'importe quoi, mais il a écrit sur la page, c'est un commentaire. Toi, tu sais que tu dois créer l'interaction, donc tu dois répondre. J'ai eu un cas comme ça, là c'était par contre sur ma propre page. Tu sais, il n'y a rien de pire quand tu crées ta page, tu partages un univers, en fait c'est une partie de toi que tu partages. Et il y a une dame qui est venue sortir un truc, non, elle, limite, j'ai eu mal à la tête en fait. Elle a vraiment, je ne peux plus me souvenir, mais c'était le tout premier commentaire négatif que j'avais sur mon contenu. Elle a dit tu racontes n'importe quoi et tout. En tout cas, il y avait un truc comme ça. Et je sais plus ce que j'ai fait, mais peut-être que j'ai laissé le commentaire ou bien je l'ai hidé. Mais au finish, il faut d'abord analyser si la remarque elle est fondée. Si elle est fondée, tu trouves un moyen d'arrondir les angles et de reprendre. Voilà. Si elle n'est pas fondée et que s'il s'agit d'une marque et que c'est de la provocation et tout, il faut trouver un moyen sans rentrer dans le débat. Il ne faut pas que ça rentre dans le débat parce qu'au finish, quand quelqu'un donne un mauvais commentaire, il faut trouver un moyen de stopper la chose en disant merci, nous avons bien saisi et nous veillerons ou bien vraiment faire des trucs comme ça, très sommaire. Il faut vraiment être peut-être un peu plus formel s'il s'agit d'une marque. Si tu veux rentrer dans le débat, libre à toi. Perso, moi je ne rentre jamais dans les débats inutiles. Mais si il s'agit de la notoriété de la marque, qu'on porte des accusations, là par contre, on fait rentrer en compte, peut-être on essaie de voir comment on va travailler avec le service opérationnel, même le service juridique, pour bien créer des arguments, pour bien répondre à la personne. Parce qu'il y a eu certaines choses comme ça sur la toile avec des marques locales. Là, le community manager, en fait, il est obligé de collaborer, amener à collaborer avec d'autres services pour créer il doit avoir les bonnes informations. Parce que si on dit par exemple, j'ai appris que vous n'avez pas eu, je ne sais pas telle certification, je dis n'importe quoi, il doit avoir l'information. Il doit avoir la preuve de cette information. Et la préciser. Parce que la personne, en réalité, elle le dit, mais toi, elle le dit comme ça pour te casser, pour casser la marque.
Mais toi, tu dois prendre la chose comme s'il voulait juste, c'est un manque d'information qu'il a. C'est comme ça qu'on réfléchit, nous, les communautés. Quand on va se dire, on sait qu'il est venu là pour faire chier. Mais en fait, non, il voulait juste une information. Il n'était pas informé. Monsieur, pour votre information, très cordialement. Et c'est parti. Super. Eh ben, on tire vers la fin. Oui. On tire vers la fin. Je pense que on a parlé de quoi? On a parlé de marketing digital. Bien. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu? Comment j'ai accroché? On s'est accroché au milieu. Est-ce que tu te plais? Oh, j'adore, hein. J'aime beaucoup. Oh là là, j'aime beaucoup. Franchement, c'est l'une des erreurs que j'ai faites. Si j'aurais su que je t'ai faite pour ce domaine plutôt que j'aurais pas perdu mon temps à aller faire la comptabilité. Je ne regrette pas, mais je dirais que faut mieux se trouver plus tôt. Et ça, je le dis aux plus petits tout le temps. Trouve-toi tôt. Touche à tout, mais trouve-toi tôt. Comme ça, quand tu as ton bac, après, tes études, ça va glisser. Tu vois un peu, des fois, on perd 6 ans, 5 ans dans quelque chose, en fait, voilà, le cœur ne bat pas pour ça. Au fini, je ne dirais pas je ferai ma vie dans le salariat, non. Je ne ferai pas ma vie aussi en tant que consultante, en tant que de marketing. Moi, je veux évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que j'aime beaucoup tout ce qui est création de valeur et tout. J'aime beaucoup implémenter beaucoup de choses et j'aime l'argent, surtout ça. Pas genre de mauvais sens, mais c'est-à-dire, j'aime comment on fait pour produire de l'argent. Comment on fait pour... En fait, on demande la valeur, comment on arrive à prendre de l'argent. Voilà, en fait. On aura le temps d'en discuter, mais pour moi, c'est ça. C'est l'entrepreneuriat qui m'amène dans le marketing. Maintenant, au fini, je vais repartir à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire entreprendre. Je vais repartir à ça à 100%. J'y étais déjà, je suis repartie dans le salariat. Je vais retourner avec la grâce de Dieu. Pour faire mes choses, vivre ma vie. Tu vois, la liberté, c'est surtout ça. Parce que la communication, l'une des choses qui est trop cool dans la communication, c'est que tu peux raconter beaucoup d'histoires. Tu vois un peu? Et tu peux la raconter comme tu veux, au travers de beaucoup d'éléments, que ce soit les influenceurs, tu décides du format et tout. En fait, c'est ce qui me plaît, raconter des histoires, arriver à vendre des choses au travers d'une histoire. C'est tout le storytelling autour qui m'a beaucoup attiré dans le marketing. Et au fini, je préférerais à la longue faire ça pour moi. Faire ça pour moi, pour mes projets, pour mes business. Juste ça. Super. On a également parlé de marketing d'influence. Oui, avec nos chéris influenceurs que je salue. Et que vraiment, je sais qu'ensemble, nous irons loin. Je sais que ça va aller, en fait. Il faut ça. D'accord, il faut ça. La vie est faite ainsi. Il y a des influenceurs du désordre que nous, on trouverait comme du désordre, mais que d'autres, ça leur apporte de la valeur. Il faut se dire, les réseaux sociaux ont été créés pour se distraire. C'est du divertissement. Exactement. Donc, si toi, ça ne te plaît pas, les gens comme nous, on ne veut pas aller se distraire dans la danse, on veut se distraire en écoutant, par exemple, ton émission. C'est comme ça. Donc, trouve le contenu qui te plaît. C'est pas la peine d'aller faire le bruit chez l'autre qui tourne les reins. Il y a les gens qui aiment ça. Donc, au finish, la marque va se positionner où elle se sent le mieux, où elle sait que là-bas, ma cible est là, celle-là peut mieux représenter ma marque, parler à ces gens, et c'est bon. Chacun se trouve. Mais on va devoir, en fait, accompagner ces influenceurs-là. Les marques devront le faire. Accompagner ces influenceurs afin que ils puissent concurrencer ceux d'ailleurs. Le monde est ouvert. Ils ne sont pas influenceurs seulement pour rester au Gabon. Pour ceux qui pensent vraiment ça, le monde est ouvert, en fait. C'est rentré. Ok. Eh bien, merci. Merci pour toute cette valeur partagée. Ah, j'espère qu'il y a de la valeur, non, en tout cas. T'inquiète pas. Ok. Du coup, je vais encourager les auditeurs à mettre en pratique tous les conseils qui ont été partagés. Si vous avez retenu quelque chose d'important, comme on nous dit souvent dans les formations, en vrai, le but, c'est pas de rester là à écouter et à recevoir des informations, en fait. Tout ce qui fait la différence, c'est le fait de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez reçu. Il faut passer à l'action. Exactement. Donc, merci pour ta contribution. Merci à toi, David.
Et rendez-vous au prochain épisode. J'espère qu'on va parler en juin. Non, t'inquiète pas. On va parler en juin. Come on, let's go.